faire une présentation concernant le LIDAR. Donc on a vu qu'avec la présentation de Nicolas, il y avait beaucoup de nouvelles techniques, que lui arrivait à agréger à la fois le LIDAR, la MAPSAR, c'est ce qui va nous montrer la fin de cette présentation. Il m'a aidé à commencer à essayer d'utiliser moi-même le LIDAR. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est une image LIDAR à gauche et le reste du terrain en vue façon Google Maps sur la droite. Ça, c'est un outil qui n'a besoin d'aucun traitement particulier. Et vous pouvez trouver un site web, il y a un site web qui vous donne ce type de vue et vous pouvez vous balader à plusieurs endroits en France et voir à la fois la vision d'image et la vision. C'est un peu moins précis que ce qu'on fait nous au niveau du traitement, mais c'est accessible à tous et ça permet de voir rapidement dans sa zone et même sur des zones qui ne sont pas encore livrées par l'IGN, ce qui est assez surprenant. Mais pour la Savoie, à part certaines zones de montagne où parfois c'est un peu flou, il y a beaucoup de zones qui sont accessibles directement comme ça. Ici, je vais mettre ce côté-là, c'est assez facile. Ici, vous avez la carte qui est proposée sur le site de l'IGN. Donc, si vous allez sur vous cliquez LIDAR HD, IGN, vous allez tomber sur les pages pour pouvoir se connecter. Il n'y a pas forcément besoin de s'enregistrer. Moi, j'ai enregistré un compte, mais n'importe qui peut télécharger les dates LIDAR. Et vous avez une carte comme ça qui vous présente toutes les dates qui sont accessibles sur ce site. Donc vous voyez, là où il y a des carrés, c'est qu'il y a des dates qui sont accessibles. Ensuite, vous arrivez sur une zone, ici c'est la zone de Faverges, et on voit, là j'ai sélectionné par exemple une zone au-dessus de Saint-Ferréol pour télécharger quelques dates. Donc vous téléchargez, vous sélectionnez la zone, et vous faites télécharger la liste des liens, et en fait il vous envoie un fichier texte avec une liste de liens. Et là, il faut pas en sélectionner trop parce que vous avez passé beaucoup de temps. Vous choisissez chaque fichier, vous le copiez, vous le mettez dans votre browser, vous l'envoyez, ça va vous télécharger le fichier avec toute la date. Il faut le faire pour chaque livre. Ensuite, donc, ces fichiers sont composés, comme on l'a vu, il l'a évoqué, de plusieurs couches. Donc vous avez la couche marron qui est ici, qui correspond en fait au sol. Donc c'est tous les points qui ont atteint le sol. Ensuite, vous avez une couche qui correspond à la couche rouge, qui sont toutes les couches qui correspondent à des bâtiments. Et ensuite, vous avez plusieurs autres couches qui correspondent à la végétation. Donc vous avez la végétation basse et la végétation haute. Donc, au départ, quand l'IGN récupère ces fichiers, il y a des tas de points qui ne sont pas classifiés, et eux ont des robots qui vont passer sur chaque point et qui vont déterminer dans quelle classe il doit se trouver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie marron, qui correspond au terrain en dehors des bâtiments et en dehors des végétations. C'est très utile sur les zones où il y a des forêts, parce que vous allez pouvoir voir les bâtiments directement. Vous allez pouvoir trouver des ruines dans des zones en forêt qui demandraient beaucoup de recherche. Ici, vous avez un exemple de restitution. Alors, moi, c'est la restitution que j'ai faite. Lui est plus professionnel, il a des techniques plus abouties. Moi, j'ai choisi de donner des couleurs en fonction de la hauteur des lignes de niveau, ce qui nous permet de savoir que là, on est très haut et là, on est très bas. Ça, c'est une restitution qui a été faite. Donc, on utilise pour faire ces restitutions un logiciel qui s'appelle QGIS, qui est un logiciel QGS, qui est un logiciel gratuit, on peut télécharger, installer. Il faut des ordinateurs de dernière génération avec de la mémoire, avec de la place disque, tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser ces logiciels. Et vous avez dans ce logiciel une partie qui s'appelle traitement,
Et dans le traitement, alors il faut installer quelques suppléments au logiciel pour pouvoir faire ces traitements. Ici, on choisit l'export raster, par exemple, qui vont nous permettre de traiter les fameux fichiers LAS qu'on a récupérés. Ici, je charge le fichier LAS dans cet outil. Je le charge ici. J'utilise cette partie-là pour faire la différence des différentes couches. Et je sélectionne une couche en utilisant ça, classification égale 2, qui correspond à la couche du sol. Je vais garder que les points qui correspondent au sol. Je vais vite, hein, parce que je ne peux pas vous détailler, mais vous aurez un compte rendu écrit quand ça sera publié. Ensuite, on sélectionne le fichier final. Là, moi, j'utilise un fichier TIFF, c'est un des choix qui est possible. Ça va générer un fichier TIFF et qui n'est pas seulement un fichier image, c'est un fichier qui contient tout ce qu'il faut pour pouvoir générer les reconstitutions du terrain. À ce niveau-là, vous faites exécuter, vous obtenez un traitement qui dure un certain temps pour chaque fichier LAS. Et quand c'est terminé, vous pouvez le faire fermer et vous avez ce fichier qui apparaît en gris, ici. On n'a pas encore de restitution des terrains, on a juste une image assez grossière en gris où on ne voit pas grand-chose. Et on va continuer les traitements pour aller plus loin. On va choisir les pseudo-couleurs. On va, pour ce traitement, moi j'ai choisi, alors il y a plein de choix, c'est très long à trouver. Il nous a dit tout à l'heure, c'est simple, vous allez sur internet, vous cherchez un tuto, vous passez 3 mois, et c'est tout. Pour les trucs de base. Ensuite, donc là j'ai choisi, je détermine en fait le type de couleur que je veux et entre quel minimum de hauteur et maximum de hauteur. Je lui dis par exemple, je veux au-dessus de 330 mètres jusqu'à 450 mètres, je veux appliquer ces couleurs-là. Et il va me faire un dégradé entre ces deux niveaux. Il faut que ça corresponde bien sûr au terrain que je vais sélectionner. Ensuite, je duplique la couche, c'est-à-dire que je vais faire deux couches qui vont être l'une au-dessus de l'autre, sur deux images différentes. Et là, je vais donc avoir cette image qui est déjà colorisée, mais on ne voit toujours pas les reliefs. Une fois que j'ai dupliqué la couche, je vais me retrouver ici avec deux couches, la bande 1 en gris et la bande 2 aussi en gris au départ. Ensuite, je vais utiliser pour la deuxième couche que j'ai dupliquée, je vais utiliser les ombrages et c'est eux qui vont donner l'aspect 3D. Donc il va projeter, alors là il faut sélectionner la position du soleil, ça c'est complexe. Et, alors je vais un peu vite. Donc je choisis les ombrages, j'applique les ombrages et du coup j'obtiens le relief, mais sur une seule des couches. Ensuite, il faut que je fasse un multiplié, c'est-à-dire qu'il faut que je mixe les deux couches pour obtenir le résultat final. Vous voyez, c'est beaucoup d'étapes pour en arriver là. Voilà le résultat. Donc, on a le cas du Châteauvieux qu'on a vu tout à l'heure, où on voit l'effet du terrain, on voit les voies actuelles, on peut voir éventuellement des chemins piétonniers, des traces de travaux éventuels, on voit beaucoup de choses. Et on peut zoomer sur la zone jusqu'à un certain point. Il faut dire que le LIDAR HD IGN, c'est de la haute définition, mais ce n'est pas aussi précis que les LIDAR qu'utilisent les archéologues quand ils font avec un drone au-dessus d'un terrain, avec une couche. Là, ils ont beaucoup plus de précision et une finesse beaucoup plus grande. Là, on est de l'ordre de. C'est combien la précision sur le LIDAR? D'après les documents techniques, c'est 10 points par mètre carré. C'est 10 points par mètre carré. Mais en réalité, en fait, le LIDAR HD est aussi précis que les LIDAR archéologiques en montagne, parce qu'avec la logique de versant et le fait que l'avion de tourisme passe de nombreuses reprises, on
on a beaucoup de points qui vont passer sous les arbres, contrairement à un terrain vraiment plat. Donc au final, on se retrouve à avoir en fond de vallée. En fond de vallée, quand c'est fermé, on a moins de précision. Par contre, sur les versants, pour tout ce qui est terrasse, etc., on a une précision de niveau archéologique. Très très bon. Voilà. Donc là, on va changer de essai et il va vous présenter ensuite. Pour vous montrer du coup le vulnérabilité, quand vous le téléchargez, ça ressemble à ça. Vous zoomez, vous voyez que les points ils apparaissent, disparaissent, etc. En fait, c'est des millions de points. Quand on travaille à l'échelle de toute une vallée comme la Tarentaise, c'est des milliards de points, donc ça peut très vite être très long. Et quand on fait tous les traitements du coup que tu nous as présentés, on aboutit, si tu veux bien, à ça. Donc, entre cette image et celle-ci, pour la différence. Et je clique, ça fait en fait, en réalité, c'est juste que je vais augmenter la qualité du fichier. Et donc, entre le fichier qui s'appelle 1 ici, sur lequel je clique, qui fait à peu près une quinzaine de mégaoctets de taille, ce ici fait plus d'un giga. Beaucoup plus gros. Voilà, pour une seule date. Voilà. Maintenant, on va passer sur s'il veut bien. Je rouvre mon point, mon situation. Donc il faut savoir que du coup, forcément, ça prend beaucoup de place sur un ordinateur pour travailler à l'échelle d'une vallée. Mon SIG, mon système d'information géographique, prend la moitié de mon PC. Et il peut prendre du temps pour s'ouvrir. Donc pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble du coup quand on dézoome. C'est la vue, voilà, en noir et blanc sur laquelle on peut zoomer, jusqu'à voir véritablement tout le terrain en fait. Vous voyez, ça c'est un très bon exemple que j'ai pas fait. Avec celui-là, donc, je vous ai dit que je travaillais avec la MAPSA. Je vous ai dit que je géoréférençais la MAPSA. Alors, s'il veut bien, voilà. Donc pour travailler avec la MAPSA, le cadastre de 1728-1738, il faut dans un premier temps télécharger les données. Vous avez voilà l'exemple de la partie numéro 1 de Bourg-Saint-Maurice avant que je la découpe. Je la découpe, je retire tout ce qui entoure la commune, en l'occurrence, voilà, c'est les bords, hein, voilà. Et ensuite je fais ce qu'on appelle du géoréférencement. Pour vous présenter ce qu'est du géoréférencement, j'en ai besoin de ça, c'est une raquette. On a 4 possibilités, 4 modèles de géoréférencement. Pour géoréférencer une photo, on peut géoréférencer une photo aérienne, une photo oblique, une photo normale, ou, en l'occurrence, un plan. Pour géoréférencer une photo, on peut choisir soit méthode 1, on la déplace. Voilà, on déplace les bords. On déplace uniquement les bords, vous voyez, de la photo. On a une deuxième possibilité, c'est de la déformer, de plier cette raquette. J'ai pas envie de la plier. Vous voyez l'idée, je peux choisir de plier ma raquette. J'ai une troisième méthode qui me permet à la fois de tourner et en même temps de plier la raquette. Moi, j'utilise la quatrième méthode. La quatrième méthode, ça s'appelle TPS, Simplet Spline, et en fait, ça permet de déformer localement. Ça me permet de tourner ma raquette dans un premier temps. Je sais que les mansardes, elles vont forcément dans un sens. Moi, je vais les mettre vers le nord, ce qui est logique, je vais les mettre dans le bon sens. Donc, on va dire que je mets ma mansarde dans le bon sens. Je la mets comme ça, et je sais que la mansarde elle est précise. Je le sais parce que notre cadastre, en fait, il n'a pas bougé depuis quasiment 300 ans en Savoie. Même peut-être avant en réalité, puisque la mansarde n'a fait que bloquer un cadastre. Voilà. Concrètement, on peut donc déformer la mansarde, et donc on va déformer le cordage en fonction de ce qu'on veut. On sait qu'ici on a des communs, on sait qu'ici on a une zone d'exploitation, on sait qu'ici on a une autre zone d'exploitation.
Donc je vais recaler la zone d'exploitation qui se trouve de ce côté en déformant les cordes. Je vais déformer les cordes ici, voilà. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais vous avez à peu près l'idée. En réalité, en fait, la MapSart, c'est un document qui est extrêmement précis. Et ce qui fait qu'elle est déformée, eh ben, c'est le temps. Cette map va avoir bientôt 300 ans, on va peut-être profiter des JO 2030 pour la mettre en valeur. C'est bon. En tout cas, voilà, en fait, en replaçant petit à petit les points et en reformant la map, là vous voyez, vous avez l'exemple d'une map qui est extrêmement déchirée, celle de Bourg-Saint-Maurice, elle a pris l'eau. Et bien en fait, on aboutit à des résultats où cette map, elle est extrêmement précise par rapport au terrain. Si je vous montre sur mon SIG, je vous montre l'exemple de la commune de Saint-Marcel, où en fait, avec les limites des scans des archives départementales de la Savoie, vous voyez les déformations que j'ai appliquées à la map. Et si on zoome, si j'ai pas trop mal travaillé, donc là c'est une zone qui a beaucoup bougé, donc forcément il y a moins de points. Hop, on va aller plus sur la zone du château Saint-Jacques, où on a les parcelles qui collent à peu près à 1 mètre près en général, et on a parfois une précision qui va jusqu'à 10 cm au sol en réalité. Et en fait, cette map nous permet de retrouver tout le territoire, tout le paysage d'il y a 30 ans. Pour vous montrer ensuite ce qu'on peut faire, je vous ai parlé tout à l'heure de Google Earth, voilà. Les maps quand elles sont recalées. Bon, Google Earth c'est pas fait pour ça, donc forcément il va un petit peu être lent. Hop. Donc vous avez là la commune des Chapelles. On peut cliquer, retirer, retirer. Et en fait, ça nous montre l'aménagement du paysage il y a 300 ans en 3 dimensions. On peut le faire évidemment aussi sur QGIS, qui est un logiciel de cartographie, donc c'est fait pour ça. Mais je ne vais pas le faire sur QGIS parce que ça prend un petit peu plus de temps et Google Earth c'est unique. Pour vous montrer un petit peu la puissance du lidar quand même, pour terminer, je vais vous montrer quand même ce que je fasse parce que je ne vais pas tout dérouler. Vous avez ici la commune de Saint-Marcel. À cet endroit, jusqu'en 1600, jusqu'au maréchal de l'Héliquière, il y avait un château fort. Il y avait un château fort, le château Saint-Jacques. Ce château Saint-Jacques a subi, je ne sais pas si on peut dire subi, en tout cas, l'archéologue Étienne Borel a fait quelques fouilles sur le château Saint-Jacques. On ne connaît rien sur la zone d'exploitation du château Saint-Jacques. On ne sait rien sur ce château, à part qu'il était la propriété des évêques. On sait qu'il y avait un châtelain, mais on ne sait pas de quoi vivait ce châtelain. Et en fait, quand on passe un lidar, on va se rendre compte que sur les versants, sur des versants qui sont aujourd'hui entièrement sous forêt, vous avez des petits points là. Vous avez un point là, vous avez un point là, un point là, vous en avez un autre là, vous en avez pas. Et donc, quand je commence à tracer, moi, les réseaux anciens, dans un premier temps, les routes, en jaune, c'est les routes qui sont abandonnées, routes, chemins et sentiers, c'est des chemins et sentiers donc, qui sont totalement abandonnés, les jaunes, les verts utilisés, évidemment. Ensuite, on va mettre des anomalies surfaciques. Une anomalie surfacique, ça peut être une carrière, une mine, un bâtiment, ça peut être énormément de choses, une anomalie surfacique. C'est tout ce qui ne devrait pas être au sol. Et on peut mettre également des anomalies linéaires. Les anomalies linéaires, c'est simple, c'est des anomalies qui sont linéaires. En l'occurrence, les anomalies linéaires ici, ce sont des boulettes de descente des poids. Et donc, on se rend compte que tout ce réseau routier qui était ici fonctionnait avec le château. Pourquoi il fonctionnait avec le château? Parce qu'en fait, on a des zones d'extraction ici. On en a ici aussi sur l'autre versant. Et je peux changer peut-être la couleur, il soit un petit peu plus. On avait les mêmes anomalies de ce côté. Vous voyez, il y a des trous là. Et en fait, ça explique pourquoi cette commune de Saint-Marcel a une forme assez étonnante. Et la commune de Saint-Marcel a une forme en U, elle a des possessions des deux côtés en 1730, des deux côtés sur les deux versants. Et en fait, ces zones d'extraction qui étaient liées au château Saint-Jacques peuvent expliquer pourquoi le hameau de Montagny est lié à la commune de Saint-Marcel, alors qu'il devrait être dans la commune, dans la grande commune de Notre-Dame-du-Pré, puisqu'il figure sur le même versant en réalité. Donc, grâce au lidar, on peut trouver énormément d'anomalies. Quand on les trace grâce à la MapSart et grâce à toutes les connaissances archéologiques et cartographiques qu'on connaît sur l'ensemble de la vallée, on peut émettre des hypothèses. Je n'affirme rien, j'émets des hypothèses. Attention. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le réseau ancien aussi, vous voyez ce petit réseau en zigzag là, il provient de ce bâtiment. Ce bâtiment, anciennement, c'était un relais de chevaux. Et ce relais de chevaux, il a été installé quand on a installé la voie Sarthe vers 1760. Et en réalité, on a certainement réactivé des
zone d'extraction pour construire la voie Sarde. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un chemin qui n'a aucun rapport, aucune logique d'aménagement par rapport à d'autres anciens chemins qui l'ont précédé. Donc là, on parle aussi de stratigraphie, c'est-à-dire que ce chemin en zigzag, il passe tout simplement au-dessus du chemin qui est en dessous. Donc c'est juste des exemples. Et ça donne, voilà, si vous aimez avoir le vieux, voilà ce que ça donne, je ne sais pas trop comment ça se passe. Après, il faut comprendre. Vous avez vu, c'est un travail énorme, ce qu'ils font actuellement au niveau de l'étude géographique. Ça bouleverse complètement ce qu'on a connu et les recherches de vos prédécesseurs, parce que c'est une révolution. Mais il y a beaucoup de travail, on n'en arrive pas comme ça par hasard. Vous avez vu qu'il utilise aussi QGIS, qui est un logiciel gratuit, il peut faire. Par contre, pour faire tout ça, il faut quand même avoir une bonne formation sur le fait. Tout ce que j'utilise, c'est du gratuit, mais par contre, c'est vrai que ça prend du temps, il faut s'en faire. Il y a beaucoup de formations et on ne trouve pas tout sur Internet. C'est des études assez longues pour bien comprendre tout ça. Au niveau des personnes qui utilisent le LIDAR, il y a aussi les services GEMAPI. Vous connaissez peut-être les services GEMAPI, la gestion et le risque des inondations, complètement. La GEMAPI utilise beaucoup le LIDAR HD pour comprendre les logiques d'éboulement, les logiques de glissement et tout ce qui va avec les codes de déjection aussi pour comprendre comment ils fonctionnent. Vous avez parlé tout à l'heure du code de l'Arbonne. Grâce au LIDAR, on peut le lire mais à 100% ce code de l'Arbonne. C'est absolument génial. Et on voit même les inondations historiques. On se rend compte que tous ces bâtiments qui sont construits ici, pas forcément. Ça devient de plus en plus utile parce qu'avec les catastrophes qu'on a en ce moment, c'est bien de savoir où ça risque de craquer. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au repas. En fait, les zones d'extraction, pour connaître une zone d'extraction, il y a deux possibilités. Soit cette zone d'extraction, elle est connue dans les textes, vous la retrouvez. Vous avez un exemple absolument parfait ici à Port-Saint-Maurice, une méthode de d'extraction qui fait des grosses patates. Ces zones d'extraction-là, vous les voyez bien là, ça, c'est les losières de Port-Saint-Maurice qui sont connues par un texte qui date de 1830. Et en fait, oui, c'est ça, des ardoisières. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, via ce texte, l'historien qui écrit ce texte donne le lieu-dit. Et grâce au lieu-dit que j'ai retrouvé derrière, et en plus il avait écrit en provençal, je me rends compte que les ardoisières, je les trouve très facilement. Alors au niveau du château Saint-Jacques, les zones d'extraction que je vous ai montrées, je ne fais pas de prospection pendant ma thèse, je fais du repérage, je ne ramasse rien, je regarde juste, je prends des photos. J'ai constaté qu'il y avait de l'ardoise, mais il y avait surtout des minerais. Il y a des minerais, je ne sais pas encore lesquels, je vais poser la question à mes collègues, on a ramassé quelques-uns. Mais en tout cas, je pense que la zone d'exploitation du château Saint-Jacques, c'était vraiment du minerai qu'ils allaient revendre, et du coup, le châtelain devait vivre de ça aussi. Une question? Oui. Oui, je voudrais simplement savoir comment peut-on repérer et identifier des chemins, des voies qui n'existent plus. Et bien parce qu'on a la chance qu'en montagne, en général, tout ce qui est ancien est fossilisé dans le paysage. Parce que nos routes en montagne nécessitent tellement d'aménagement en général qu'elles restent dans le paysage même si elles sont abandonnées. C'est-à-dire que si je vous mets le ancien et qu'on va zoomer sur quelque chose de jaune, où est-ce qu'on peut aller, où c'est sympa, et là c'est abandonné. On le voit encore très très bien. C'est très très marqué dans le paysage. Et ça c'est un chemin qui a été abandonné il y a plus de 200 ans. Voilà. Il figure sur la map et il ne figure pas sur les autres cadastres. Donc pour les voies romaines ça fonctionne très bien aussi. Et du coup les voies romaines sont généralement des voies gauloises, on ne va pas se mentir. Donc ça fonctionne pour tous les types de voies. Alors après, je ne peux pas dater sans fouiller, c'est pour ça que c'est de l'archéogéographie. À la base, je suis archéologue, je ne suis pas géographe. Donc pour l'instant, l'objectif de la thèse, c'est on repère le maximum, on cherche à comprendre les logiques de déplacement, les logiques de connexion entre les villes, les villages, les hameaux, les alpages,
Et ensuite, on va chercher, grâce aux fouilles archéologiques, grâce aux connaissances historiques, à éliminer, ok, ce chemin il a pu exister à l'époque romaine, ok, celui-ci c'est un petit peu douteux, je suis pas sûr. Voilà. Alors, par rapport à la question que vous venez de poser, justement, le travail que nous faisons, nous, jusqu'alors, c'est justement d'étudier les cadastres, et notamment la map. Vous avez des limites parcellaires telles que celle sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, qui, à l'évidence, est le reflet d'une ancienne voie, voire d'une ancienne construction. Hein. On a souvent des propriétaires, donc des seigneurs locaux, qui ont interdit le passage de la voie, et on voit bien la voie qui contourne leur propriété tout autour du château, par exemple. Ça, on le retrouve assez régulièrement. Et vous le voyez déjà dans le parcellaire. Alors, c'est pas du tout du niveau du lidar, bien entendu, mais on les repère assez aisément. Et on le repère partout. Pour la détection des voies, je vais préciser, moi je m'intéresse beaucoup à la requête. Et en fait, la position des anciennes terracotules importantes sont souvent sur des anciens chemins abandonnés qui ont été pratiqués dès l'époque néolithique et qui sont encore. La technologie, c'est quoi? Ce sont des photos infrarouges? Ils sont utilisés à l'infrarouge. Je sais qu'à une époque, pour repérer des choses qui n'existaient plus. Là, c'est du radar en fait. C'est du radar. Ouais. On envoie des points, c'est comme la batterie, c'est exactement pareil. Quand ils ont trouvé le TNT, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. C'est une technologie qui est en fait connue depuis très longtemps, qui est utilisée par les militaires depuis très très longtemps. C'est juste que ça arrive petit à petit vers l'archéologie. Il y a des pays en Europe, comme la Pologne, qui sont ultra en avance, et ça fait plus de 10 ans que tout leur territoire est couvert au lidar. Et grâce à ça, ils ont découvert des sites du néolithique, des sites photo-historiques aussi absolument exceptionnels. Donc il n'y a pas de doute, en France, on va trouver des choses absolument exceptionnelles dans les années à venir. C'est juste qu'on rattrape un retard, mais d'un autre côté, on rattrape ce retard en faisant un lidar d'une qualité qui est absolument exceptionnelle sur tout le territoire. Et on avait déjà un lidar, on en a parlé tout à l'heure, c'est le RGE LTE-Net. Sur certains endroits en France, c'est un lidar, mais il y a une cifre moins précise que celui-ci en fait. Il n'est pas accessible à tous. Ça fait, en fait, depuis qu'ils ont annoncé le lidar LTE, ils l'ont rendu accessible, mais auparavant, il était accessible pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lidars aussi sur la Suisse, et tous ceux qui sont à la frontière, par exemple, j'étais voir des recherches sur la rupestre d'Anguache, et ils ont utilisé 8 lidars suisses pour faire leurs recherches, qui étaient plus précis encore que le lidar HD français. À cette époque-là, au moment où ça fait la recherche. C'est la précision suisse.